À 7h moins le quart, Europe 1 vous répond. Maxime Switek. Le chiffre peut donner le vertige. 3 509 000 chômeurs. Nouveau record. 15 400 demandeurs d'emploi supplémentaires au mois de mars. Chiffre annoncé hier, plus 0,4%. Bonjour Mathieu Plane. Bonjour. Économiste à l'OFCE, le centre de recherche en économie de Sciences Po. Ces chiffres ne sont pas bons. J'allais dire une fois de plus. Pourquoi est-ce que ça ne s'améliore toujours pas alors qu'on explique depuis quelques semaines, quelques mois même, qu'il y a un léger frémissement au niveau de l'économie française ? Parce on peut penser qu'on est dans une phase de transition, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a un certain nombre d'éléments positifs sur l'activité, des indicateurs qui commencent à être passés au vert, qui étaient au rouge, voire à l'orange et maintenant au vert. Mais avant que ça se transforme sur l'investissement et l'emploi, ça prend du temps. Donc il y a une phase de transition dans une phase de reprise, donc on peut penser qu'on est là, qu'on commence à avoir des indicateurs positifs, mais avant d'avoir les effets concrètement sur l'emploi, que les entrepreneurs commencent à embaucher, prennent des risques, parce qu'il faut quand même que la confiance revienne, etc., ça prendra un peu de temps. Et donc nous, ce qu'on pense, c'est qu'on est sur un plateau, justement. C'est-à-dire qu'on va peut-être avoir une augmentation du chômage, mais beaucoup plus lente quand même que ce qu'on a pu connaître par le passé, ce qui ne veut pas dire que c'est bien. Mais pour autant, normalement, on devrait quand même progressivement voir le marché du travail s'améliorer dans les mois qui viennent. Mais ça veut dire que pour vous, la machine est lancée, on va dire, et maintenant il suffit d'attendre de récolter les fruits ? On peut le dire un peu comme ça, c'est-à-dire qu'on peut surtout espérer que les conditions extérieures et macroéconomiques restent favorables. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a deux éléments qui ont vraiment changé depuis 6 mois. C'est la baisse des prix du pétrole qui redonne du pouvoir d'achat aux ménages, qui permet aux marges des entreprises de se redresser, et la baisse de l'euro. Et tout ça va quand même avoir un effet au bout d'un moment sur l'activité, sur les carnets de commandes et donc du coup sur l'investissement et l'emploi. Mais ça ne se fait pas de façon immédiate. Donc c'est pour ça que je parle de phase de transition. Nous, à l'OFCE, on considère que le taux de chômage va rester autour de 10% sur le premier semestre et que l'inversion peut s'envisager au second semestre si on reste dans ce contexte favorable. Mais là, vous parlez de facteurs extérieurs, Ouais. Ça veut dire que la politique du gouvernement n'a pas forcément d'impact sur les chiffres du chômage ? Alors, pas de façon immédiate dans le renversement de tendance, en tout cas sur la courbe ou ce qu'on pouvait attendre, mais ce qui peut marcher, en tout cas dans la politique intérieure, c'est plutôt les questions sur les emplois d'avenir. On voit que les emplois d'avenir ont permis, jusqu'à présent, de limiter la hausse du chômage des jeunes. On qui a arrive à augmenté. chiffrer ça ? On arrive à peu près à le chiffrer parce qu'on voit il y a à peu près entre 100 et 150 000 emplois d'avenir en stock qui existent et que directement ça a eu un effet sur les jeunes qui étaient éloignés du marché du travail. Et qui Emploi ont dû d'avenir, ça veut dire emploi aidé et Bien sûr. payé Alors, par l'État. Bien sûr. On voit que quand vous êtes dans une phase de récession économique, d'augmentation du chômage, le secteur dit privé, le secteur des emplois marchands, ne fonctionne plus, vous ne créez plus d'emplois marchands et donc il faut un relais à un moment donné pour limiter la casse. Ça ne permet pas de renverser la tendance du chômage, ça ne permet pas de renverser les tendances sur le marché du travail, mais ça permet vraiment de limiter la casse et on voit que ça a plutôt bien fonctionné. De l'autre côté, il faut bien avoir en tête que les dispositifs fiscaux, le CICE, le pacte de responsabilité, qui sont les deux mesures majeures que le gouvernement a prises, vont monter en charge en 2015 et 2016. Ça va représenter quand même en 2015 23 milliards d'euros qui vont être transférés aux entreprises de baisse de coût du travail pour les entreprises et 33 milliards en 2016. Donc au bout d'un moment, ça va avoir des effets. On peut dire qu'effectivement, c'est trop de la politique d'offre, etc. Peut-être, mais l'avantage qu'a le gouvernement aujourd'hui, c'est que la politique de demande qui n'avait pas été mise en place vient de l'extérieur par la baisse des prix du pétrole et la baisse de l'euro. Mathieu Plane, si je ne m'abuse, vous avez été l'un des conseillers d'Arnaud Montebourg. Oui. Est-ce que vous diriez aujourd'hui que François Hollande et Manuel Valls ont mené ou mènent encore la bonne politique ? Alors, je ne voudrais pas rentrer dans ce débat-là. Ce que je pense, c'est que jusqu'à présent, le choix de faire une politique d'offre pouvait conduire à un problème, c'est qu'on n'avait pas en face la politique de demande. Et donc, on avait vraiment un problème de Politique demande. d'offre, c'est-à-dire les baisses de charges. Voilà, en gros, tout était orienté. Il ne faut pas oublier qu'il y a 41 milliards d'euros qui sont transférés vers les entreprises. C'est historique. On n'a jamais mis autant en direction des entreprises. Donc ça, c'est un geste fort. Mais en face, on voit qu'on avait un problème du côté des carnets de commandes, du problème de la demande. Et donc, pour nous, il y avait un déséquilibre entre l'offre et la demande. L'avantage aujourd'hui, c'est que le contexte macroéconomique, grâce à la baisse de l'euro, grâce à la baisse des prix du pétrole, permet de rétablir la demande. Et du coup, la politique d'offre peut fonctionner dans ce contexte-là. Donc, on peut dire que quelque part, effectivement, ce contexte extérieur est extrêmement bienvenu pour favoriser la politique d'offre. Alors, on a une question de Samuel Elio sur Twitter avec le hashtag E1 Matin. La conjoncture et le papy-boom ne sont-ils pas suffisants pour inverser la courbe du chômage ? Alors, on voit que c'est pas suffisant en soi. Sur le long terme, il a raison. C'est-à-dire qu'on voit que le papy-boom, si c'est un vrai problème pour les régimes sociaux, pour la soutenabilité des finances publiques, c'est un avantage, c'est que ça permet de libérer un certain nombre de postes. C'est quasiment mécanique. Effectivement, aujourd'hui, la population active augmente moins vite que dans les années 2000. Dans les années 2000, la population active augmentait de 200 à 250 000 actifs supplémentaires par an. Aujourd'hui, on est entre 100 et 150 000. C'est-à-dire qu'il faut créer moins d'emplois aujourd'hui
pour faire baisser le chômage. Et dans 10 ans, ça sera encore plus le cas. Donc progressivement, effectivement, le retour au plein emploi sera plus facile, mais on n'est jamais à l'abri d'avoir des problèmes sur des crises financières, des crises systémiques qu'on n'arrive pas à maîtriser. Alors on a bien compris que pour vous, le retournement pourrait se faire sans doute à la fin de cette année. Oui. C'est bien ça. Est-ce que vous savez dans quel secteur pourraient se concentrer les plus grosses embauches ? Alors, il faut voir que le secteur aujourd'hui qui va tirer l'activité, c'est plutôt l'industrie, qui a pour le coup subi une crise extrêmement grave depuis 2008. Mais à l'inverse, quand on a un retournement de conjoncture, les premiers à avoir un renversement de tendance et les premiers à profiter par exemple de la baisse de l'euro, ceux qui vont exporter, les effets du prix du pétrole aussi, l'énergie est plus important dans l'industrie. On voit que c'est plutôt l'industrie qui va profiter de ce rebond, et comme c'est un rebond quand même qui est européen, effectivement l'ensemble du contexte européen est plutôt favorable à l'industrie. Et dans un second temps, on voit que c'est les services ou le commerce de détail. Aujourd'hui, le commerce de détail fonctionne plutôt bien parce qu'effectivement, avec la baisse des prix du pétrole, ça libère du pouvoir d'achat aux ménages et donc ils consomment un peu plus, ça rentre dans les carnets de commandes. Et globalement, après, on doit avoir une transformation sur les services. Les services ont mieux résisté que l'industrie jusqu'à présent. Et ils vont mettre plus de temps à repartir par contre. Et quelles sont les catégories de la population qui pourraient profiter en premier de la baisse du chômage ? Alors pour le moment, il est un peu tôt de parler de baisse du chômage parce que comme on voit, le mois de mars, c'est une hausse du chômage. Je dis juste que normalement, en prévision, oui, vous avez raison. Profiter. Nous, c'est les prévisions. Si on reste dans ce contexte-là, on peut penser qu'on aura une baisse du chômage à terme sur l'année 2015 et une accélération de cette baisse en 2016. Les premières populations, en général, de toute façon, il faut voir que c'est plus vous êtes qualifié, plus il est facile de trouver un travail. Il faut voir que malgré la crise, le taux de chômage des cadres est resté en dessous de 4%, alors que chez les ouvriers, il est supérieur à 12%. Donc on voit quand même qu'on a une discrimination assez forte encore sur le marché du travail en fonction de la qualification. Effectivement, plus vous êtes qualifié en général, plus il est facile de trouver un travail. Encore une question. Ce matin, le Figaro propose 8 idées de réforme qu'on n'aurait pas encore essayées. Et par exemple, idée de Pierre Gattaz, le patron du MEDEF, un contrat payé 80% du SMIC destiné aux chômeurs de longue durée et qui conjuguerait un job et une formation. Ça peut être utile, ça ? Le problème, c'est qu'à un moment donné, il faut financer tout ça. On a déjà fait un effort massif, comme j'ai dit tout à l'heure, en direction des entreprises. On a mis 41 milliards d'euros. Une fois de plus, c'est historique. Les allègements de cotisations jusqu'à présent, c'était 20 milliards. Aujourd'hui, on passe à 41 milliards. Il y a quasiment plus. Il n'y a même plus de cotisations sociales au niveau du SMIC. Donc, essayons déjà d'essayer les dispositifs qui sont mis en place. On va attendre, on arrive à terme en 2017 et on verra. Parce que le problème, c'est qu'il faut le financer. Et qui finance, c'est les ménages. Et quand vous augmentez les impôts des ménages ou vous réduisez leurs dépenses publiques, vous tapez sur le pouvoir d'achat. C'est négatif pour les carnets de commandes. Et du coup, les entreprises n'investissent pas et n'embauchent pas. Donc, c'est un risque. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Merci Mathieu Plane d'être venu en direct sur Europe 1 pour répondre à nos questions et aux questions des auditeurs. Je rappelle que vous êtes économiste à l'Observatoire français des conjonctures économiques. Merci à vous.